Bienvenue dans le Book Club Fragile. Cette semaine, je vous propose un épisode un peu spécial. L'entretien de l'autrice Maëlys de Kerangal, invitée des dernières rencontres littéraires de Porquerolles, organisées par l'Association des Amis de Porquerolles, que je remercie pour cette captation sonore. Interrogée par Emmanuelle Pouquet, journaliste indépendante, puis par moi-même, Maëlys de Kerangal, l'autrice, entre autres, de Corniche Kennedy, Naissance d'un pont, couronnée par le prix Médicis en 2010, ou encore Réparer les vivants, a accepté de nous faire remonter à la source de son écriture. Elle nous partage aussi ses premières impressions sur Porquerolles et plus largement sa vision des îles. Ensemble, nous avons parlé de pistage, de passage à l'acte, de la question du détail, de lexique, de ponctuation, de prix littéraire, de désir et de l'érotique du secret en écriture. Bonjour Maëlys de Kerangal. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté l'invitation des Amis de Porquerolles pour cette 8e édition des rencontres. Concernant Hier et les îles, ainsi que votre rapport à la mer, à l'insularité, qui sont des sujets chers au cœur des Amis de Porquerolles, je laisse le soin donc à Ingrid Blanchard, la créatrice du formidable podcast, de les évoquer avec vous lors d'un entretien qui suivra notre conversation. Alors nous allons, quant à nous, si vous le voulez bien, opérer un petit retour en arrière pour évoquer votre parcours. Côté études, donc une prépa à Rouen, et puis des études d'histoire, philosophie et ethnologie à Paris, de 85 à 90, et plus tard, en 98, l'école des hautes études en sciences sociales. J'avais envie de vous demander, qu'est-ce qui a motivé ces choix, et est-ce que vous aviez une idée de la voie professionnelle dans laquelle vous souhaitiez vous engager ? Non, en fait, j'ai fait des classes préparatoires, donc l'Hippocagne et la Cagne à Rouen et à Paris. Aussi parce que je ne savais pas vraiment quoi faire. Je pense que j'étais quelqu'un d'assez dispersé. Il se trouve que c'est des classes, vous le savez sans doute, où il y a où on continue plusieurs matières. C'est-à-dire qu'on ne se spécialise pas quand on fait une Hippocagne, on ne se spécialise pas vraiment. C'est-à-dire qu'on continue à faire de l'histoire, de la géographie, de la philo, des langues et des lettres. Moi, ça me convenait assez bien parce que je savais pas vraiment quoi faire. Et en fait, il se trouve que grâce à ce système d'équivalence, je me suis retrouvée en fac à faire de l'histoire, de l'ethno et de la philo. Et j'ai continué comme ça. Après, moi, j'ai eu un autre métier. Donc, j'étais éditrice de guides de voyage. Et à un moment donné, j'ai eu envie de reprendre des études. Et à ce moment-là, je suis rentrée à l'EHESS alors seulement c'était un DEA à l'époque, et c'était de l'anthropologie. L'écriture vient ensuite, après votre séjour aux États-Unis, qui donnera lieu à la parution en 2000 de votre premier ouvrage, Je marche sous un ciel de traîne, paru aux éditions Verticales, lequel évoque l'errance d'un jeune homme perdu dans une bourgade du Sud-Ouest, où il va vivre des rencontres et éprouver le poids des secrets, du désir, du mensonge et l'avènement de la vérité. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là précis où s'est manifesté pour vous l'envie d'écrire ? Comment ça s'exprime à ce moment-là ? Et si d'ailleurs elle était déjà présente, cette envie d'écrire ? C'est assez difficile de répondre à cette question, de savoir si ça a toujours été présent. Ce que je sais, c'est que j'ai pas écrit avant ce séjour. Et je démarre tard, parce qu'en fait, j'ai quasiment 30 ans lors de ce séjour aux États-Unis. Avec ces études, donc, on va dire en sciences humaines, et puis ensuite ce travail aux éditions Gallimard sur cette collection de guides encyclopédiques, je manipulais quand même beaucoup de textes. Et de fait, je devais souvent, comme en fait on commandait des textes à plusieurs auteurs, ensuite on les réécrivait de manière à ne pas... à ce que n'affleurent pas différentes langues, mais de manière à unifier en fait la langue des livres. Du coup, si vous voulez, j'ai quand même été toujours en contact avec des textes, en contact avec de l'écrit. Toute autre chose est de se mettre à écrire en fait une fiction, parce que pour moi la question est pas tellement d'écrire un premier livre, c'est de choisir la fiction. Comment est-ce qu'on se dit, voilà, je vais écrire une histoire que je vais inventer moi, et puis le choix de la fiction. Je pense que c'est assez conjoncturel en ce qui me concerne. Alors je peux dire un peu
est-ce que si j'avais pas fait ce voyage aux États-Unis, j'aurais écrit des romans et j'aurais eu cette vie d'écriture. Peut-être, en fait, il se trouve qu'il y a eu ce moment qui est aussi un moment de fragilité dans ma vie personnelle, un moment de bascule où je suis aux États-Unis, au Colorado, assez dans une langue que je maîtrise pas bien, dans une langue qui n'est pas la mienne, pour un long séjour où j'ai suivi à ce moment-là, j'ai suivi mon mari qui reprend des études à l'école des mines du Colorado à Golden, et on a un petit garçon qui a 3-4 ans, et en fait voilà, c'est un moment de rupture autobiographique pour moi, parce que aussi je me mets à écrire ce roman. Un peu aussi pour occuper ma solitude, occuper le rapport au temps, qui en fait je sors aussi d'un moment où j'ai énormément travaillé. Justement, c'est entre 25 et 28 ans, c'était un rythme extrêmement dense. Ces livres, ils étaient très lourds à créer, à réaliser, à gérer. Et voilà, je peux pas du tout raconter la belle histoire de l'écrivain qui est porté par un amour de la littérature tellement dingue qu'il va ou alors qui ne pourrait pas faire autrement qu'écrire, ou qui ne saurait que faire écrire. Moi, j'ai eu un autre métier avant. J'ai une histoire qui est beaucoup moins, j'allais dire, mythographique, et qui est mais qui a son poids tout de même, parce que c'est quand même quelque chose qui est comme un passage à l'acte, en fait. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'après ce livre, il se trouve que je vais en écrire d'autres, en fait. Ce livre-là, il est intéressant pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent déjà des romans. C'est quelque chose d'extrêmement partagé dans la vie en général. Ensuite, l'idée d'en écrire un deuxième, ça change tout, en fait. C'est presque le deuxième roman qu'il faut regarder, parce que et pourquoi ça continue et pourquoi on recommence. Et en fait, pour moi, l'écriture a pris une place de plus en plus importante dans ma vie, jusqu'à devenir absolument centrale. Et évidemment, ce qui rend d'autant plus mystérieux cette histoire de passage à l'acte, mais qui me permet de dire, en revanche, que j'ai l'impression de m'inscrire plutôt dans une école, une tradition littéraire qui est plutôt des écrivains qui deviennent écrivains. C'est-à-dire les choses... En plus, mes 2 premiers romans ont été publiés dans une forme d'indifférence. Enfin, ça n'a pas été du tout des livres qui ont été tellement regardés. Et alors, pourquoi on continue? Et j'ai eu le sentiment aussi de devenir... écrivain, dans la mesure où j'ai eu l'impression de stabiliser, en tout cas de trouver une forme de langue dans laquelle j'ai pu m'exprimer à partir de ce livre d'ailleurs qui se situe sur 2 îles, ni fleur ni couronne, qui se situe, enfin, on peut dire que l'Irlande est une île, et puis sur l'île de Stromboli. Et en fait, voilà, j'ai l'impression qu'à chaque livre, je relance des dés, qu'il y a une histoire on devient écrivain toute sa vie, et même il y a eu même après avoir... quand j'ai publié Naissance d'un pont, je commençais à répondre. Je suis écrivain, mais bon, je suis écrivain, ça regarde immédiatement vers un statut social. C'est assez difficile à manipuler, cette histoire-là, mais je pouvais dire j'écris des livres, etc. D'autant plus que je faisais plus d'édition, enfin j'étais plus éditrice, mais très longtemps j'étais assez, je disais je suis éditrice, et puis aussi c'était un peu difficile alors que ça m'arrive de rencontrer des personnes qui ont même jamais publié et qui vous disent moi je suis écrivain, et ça il n'y a pas d'ironie de ma part dans c'est aussi la force de cette conviction, et moi je pense que j'étais d'une espèce différente. J'ai eu besoin de faire aussi mon chemin avec cette histoire d'écrire, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend pas toute la place, mais c'est ceux qui occupent ma vie. Dans plusieurs entretiens, vous expliquez que l'envie d'écrire, justement, a à voir aussi chez vous avec l'oralité. L'écriture, dites-vous, c'est le lieu où je travaille ma voix. Alors, est-ce que vous aviez besoin de faire entendre votre voix, la projeter vers l'extérieur, ou est-ce que c'est une démarche plus personnelle, plus intérieure, et est-ce qu'il s'agissait de trouver votre voix ?
Alors ça, je pourrais le dire aujourd'hui, cette histoire de voix. Mais au départ, je pense que ce qui m'intéressait, c'était d'avoir accès à des mondes auxquels ma vie ne me donnait pas accès. C'est-à-dire, il y avait un rapport très fort, et qui est d'ailleurs toujours dans mes livres, avec la connaissance. C'est-à-dire que dans mon travail, la question de la connaissance, elle est couplée à la question de la fiction. C'est-à-dire que l'idée de concevoir la littérature et le roman, en fait, comme un vecteur de connaissance et de savoir. Et j'ai eu le sentiment d'avoir lu pour connaître. Et de même, mes livres visent toujours à ouvrir un accès dans un monde que je ne connais pas, qui est un monde souvent social, technique, langagier, professionnel, etc., sur lequel je n'ai, au moment de commencer le livre, que très peu d'appui. Hein. Et donc, il y a une dimension d'initiation qui est très forte, et une dimension de connaissance. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée d'aller connaître. Ça, c'est important. La question plus personnelle de faire entendre ma voix, ça a commencé à affleurer à partir, en fait, assez récemment, avec cette histoire de la publication de ce recueil ce que je dis, ce roman en pièces détachées, mais en fait, ce sont des nouvelles qui s'articulent autour d'une novella centrale qui fait la moitié du volume, qui s'appelle Canoë. Et là, il était question de la voix, et je voulais revenir justement sur ce séjour au Colorado, et je me suis dit, mais en fait, il y avait quand même cette histoire que c'est peut-être là où j'ai entendu ma propre voix, une voix qui faisait retour. Hein, parce que, en fait, ce qu'on se disait aussi hier, c'est que ce qu'il y a d'incroyable avec la voix humaine, c'est que personne n'entend sa voix. Vous n'avez pas accès à votre voix. Moi, je vous entends, mais vous entendez pas. Vous vous entendrez dans le podcast d'Ingrid, tel qu'on vous entend. Mais sinon, vous ne pouvez pas vous entendre. Et c'est d'autant plus troublant que la voix est aussi ce qui, à l'instar d'une empreinte digitale ou d'une signature ADN, ce qui vous distingue parmi 7,5 milliards de personnes. Donc, ça, c'était... Et je me suis pas mal interrogée sur cette histoire de voix que j'ai... Et ça a fait évidemment revenir ce séjour au Colorado et qui est fait l'objet de cette nouvelle. Et c'est vrai que c'est une nouvelle assez autobiographique. Et évidemment, alors au lieu de dire « Ah, j'ai écrit mon premier livre là », évidemment que ça, je le dis pas comme ça dans cette nouvelle. C'est plutôt l'histoire d'une fille qui passe son permis de conduire. Donc en fait, il y a une espèce de déplacement, quoi. Ça se décale, ça se métabolise autrement. Alors pour poursuivre, parmi la vingtaine de romans et ouvrages que vous avez publiés depuis, on peut citer La vie voyageuse, sortie en 2003, puis Ni fleurs ni couronne en 2006, Dans les rapides en 2007 et Corniche Kennedy en 2008. Le suivant, Naissance d'un pont, reçoit le prix Médicis en 2010. Quant à Réparer les vivants, publié en 2014, c'est un immense succès public et il recevra une dizaine de prix littéraires. Alors justement, est-ce que cette reconnaissance à la fois littéraire et du public, est-ce que c'est important pour vous ? Et comment vous l'accueillez à ce moment-là ? Et est-ce que cela a constitué un bouleversement ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? On parle de la reconnaissance des lecteurs, enfin parce que la reconnaissance des prix littéraires, c'est quelque chose d'assez particulier en fait, parce que c'est aussi un système qui est très lié au paysage complexe des maisons d'édition. Je décorrèle pas la valeur d'un livre, enfin la qualité d'un livre et le fait qu'il soit primé, mais on sait très bien qu'il y a des livres extraordinaires qui n'ont jamais de prix et des livres beaucoup plus faibles qui en ont. Donc en fait, c'est autre chose qui se joue là. Ce qui est en revanche évident, c'est qu'un prix, ça vous met tout de suite en lumière, surtout dans un paysage éditorial comme celui qui est en France, mais en fait dans les autres pays ailleurs. Mais en France, il y a beaucoup de prix. Enfin, c'est quand même c'est un sacré truc, ces histoires de prix. Et ça, évidemment, ça aussi, ça travaille l'économie même du livre, les calendriers éditoriaux, il y a la rentrée littéraire, etc. Et en fait, c'est vrai que
un prix, tout d'un coup, le livre est lu, il y a cette reconnaissance qui fait plaisir. Prix Médicis, moi j'étais vraiment contente, c'est un beau prix. C'est-à-dire que les lauréats précédents, je trouvais que c'était des auteurs qui étaient bien, voilà. Mais ce qui change beaucoup, c'est le moment où les lecteurs rentrent dans la boucle, en fait. Et avec Naissance d'un pont, ça s'est beaucoup produit, mais ça a été, avec Réparer les vivants, c'est quelque chose qui s'est beaucoup amplifié, avec la question des traductions, des adaptations, etc. Donc ça produit quelque chose qui est à la fois quelque chose de très heureux, enfin une joie, la joie de voir son travail circuler, mais déjà activer l'intérêt, l'attention des autres, pour avoir publié précisément dans une forme d'indifférence, je faisais très bien précisément la différence entre et voilà, donc mais il y a aussi une forme de fragilité qui se met en place, c'est-à-dire que vous êtes aussi assez visible, il y a un colloque sur votre travail, il y a tout d'un coup, voilà, il y a un film. Il faut aussi être assez stable dans un moment où les choses s'accélèrent entre vous. Et ça c'est l'histoire de la notoriété. C'est pas une très bonne nouvelle en soi. Et au départ, j'étais, je pense, assez heureuse. Ensuite, j'ai trouvé que cette histoire-là, j'étais pas tout le temps et totalement à l'aise. D'autant plus que un livre qui se vend énormément, enfin, il y a eu beaucoup à la fois en grand format et puis en poche, etc. Ça devient un objet un peu trouble. J'avais du courrier tout le temps, et puis tous les jours, et beaucoup de lettres, etc. Bon, et ça c'était très fort pour moi. Mais non, ce qu'il y a, c'est que la lecture du livre, elle est troublée, parce que il y a l'idée de quelque chose qui devient un objet finalement consensuel, qui du coup est démonétisé sur un plan littéraire, en fait. Et je me souviens de personnes qui, au moment de la sortie, avaient fait des articles assez profonds et assez forts et 2 ans après, le best-seller de Bidule. C'est-à-dire que ça devient, en fait, le livre est plus tellement, il est regardé comme un phénomène. Et moi, il y a eu un moment, j'avais plus envie d'aller en parler, parce qu'en fait, ce dont je parlais, c'était qu'est-ce que ça vous fait d'avoir eu un livre. Et moi, j'ai pas envie d'analyser la réception de mon travail. J'ai envie de me mettre à travailler à autre chose, en fait. Mais bon, c'est quand même une histoire assez géniale. Je me plains pas du tout. Mais ça n'a pas été si facile, c'est ça que je veux dire. Votre style est si singulier que plusieurs ouvrages et études universitaires y ont déjà été consacrés. Les auteurs parlent ainsi de la langue de Maëlys de Kerangal comme d'un mode d'expression à part, avec ses propres règles, sa structure, ses mouvements, ses motifs et ses textures. Ils en parlent comme d'un flux, marqué notamment par des alternances et des ruptures de rythme, ou encore, parmi bien d'autres choses, la juxtaposition de vocables et de formes littéraires, des plus érudites aux plus familières. Alors, je vous propose, pour illustrer cette singularité, la lecture de 2 passages. Alors, le premier est extrait de Naissance d'un pont. Donc peut-être rappeler que Naissance d'un pont raconte la construction d'un pont suspendu à partir des destins croisés d'une dizaine de femmes et d'hommes employés d'un gigantesque chantier. Duane et Buddy ne sont jamais montés dans une embarcation de cette taille. La drague est une embarcation costaude, longue de 30 mètres environ, large de 16, équipée d'un désagrégateur capable de creuser à 20 mètres de profondeur auquel sont raccordés des tubes d'aspiration et de refoulement. Ils ne connaissent que les pirogues propulsées par des moteurs récupérés sur les hors-bords de ceux qui fonçaient dans les années 50 au large de la Floride, ski nautique, bikini, pêche au gros, rhum coco, whisky en carafe, ample virage et gerbe d'eau à la verticale comme une pluie céleste. Ils ne connaissent que les pistons dévissés à la hâte, les voitures mortes auxquelles on aura fixé un axe et une hélice, et cela Verlaine le sait. Les gars qu'on lui envoie sont tous pareils, il n'y en a pas un seul qui y connaisse quelque chose, ils fulminent. À l'inverse, cet homme que l'on croise parfois en gare du Havre lorsqu'il rentre visiter ses 2 fils ne connaît, lui, que les bateaux de servitude, les dragues, les remorqueurs, la Marie-Salope qui ne quitte pas le port et avance dans le chenal sur un pied, boiteuse au pas mesuré.
Duane et Buddy sont affectés au contrôle des effluents. Ils surveilleront la régularité du flux dans les pompes, éviteront que les moteurs chauffent. C'est un boulot qui demande de l'oreille, et ces gosses en ont 2 chacun, ne sont pas sourds donc. Il faut entendre quand ça gémit, quand ça traîne et quand ça fatigue. Verlaine leur explique tout cela dans un anglais sommaire, joignant toutes les fois qu'il le peut le geste à la parole. Donc là, cet extrait de Corniche Kennedy qui nous entraîne le temps d'un été dans les pas d'une bande d'adolescents marseillais qui ont trouvé leur refuge le long de la Corniche Kennedy d'où ils plongent, bravant les interdits, sous l'œil d'un commissaire qui les observe à la jumelle depuis son bureau. Alors, juste pour introduire l'extrait, les 2 héros sont au sommet d'un plongeoir, d'un rocher qui fait office de plongeoir. Et donc c'est une fille et un garçon. La fille vient d'entrer dans la bande un peu par effraction, et lui est un peu le chef de la bande. Il opte pour précipiter le mouvement. Elle fait tout pour prolonger leur face-à-face. Il le sent et elle l'entend qui approuve. Ils savent tout. Et fort de cet axiome sensible, une autre attraction, latérale celle-là, ils mélangent leur présence physique et aléatoire, entremêlent leurs forces, s'agencent et se combinent sans même se toucher. Sont comme les fauves qui se cherchent dans le bruissement des clairières tropicales. Leurs corps sont leurs messagers, leurs mouvements leurs porte-parole. C'est le grand rodéo qui se met en branle, qui prend corps entre eux et dilate leur cœur. « Ouais, j'ai le vertige, c'est sûr !» Eddie rigole. « Quand je saute, j'hallucine, je me disloque, je deviens gigantesque. » Puis il regarde au loin et ajoute « S'enfoncer là-dedans, j'aime ça. » Elle l'écoute, ajuste son maillot, les index lissent l'ourlet de la culotte à même la peau des fesses, puis il déclare « Ok, on va y aller en même temps. » Elle hoche la tête et un frisson la parcourt tout entière, passe sous sa peau. Des picots chairs de poule apparaissent, les mini-poils se dressent au garde-à-vous. Une fois en position de départ, d'un coup la voilà pâle, les cernes creusées, elle est exsangue. Eddie ne dit rien, il voudrait tout arrêter, mais sur le Just Do It, le scénario s'est emballé. Il vient à son tour se mettre en place à côté d'elle, ils font la même taille, 30 cm les séparent, ils prennent leur respiration, décomptent les secondes, 3, 2, 1, go! Se précipitent alors dans le ciel, dans la mer, dans toutes les profondeurs possibles, et quand ils sont dans l'air, hurlent ensemble un même cri, accueilli soudain, plus vivant et plus vaste dans un plus vaste monde. On a tous envie d'en savoir un peu plus sur ce travail d'écriture si singulier. Savoir pour commencer, comment vous choisissez vos sujets. En 2019, vous écriviez dans une tribune du Monde « Écrire un roman tient d'un art du pistage. Quelque chose rôde autour de moi », c'est vous qui parlez, furtif, spectral, quelque chose qui me fuit et par quoi je veux être touché. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette toute première étape de votre processus de création ? Les sujets sont assez hétéroclites a priori dans mon travail, puisqu'il y a eu donc par exemple ce roman qui raconte finalement vraiment la construction d'un pont, au sens où le livre progresse à mesure que progresse le chantier et que le pont se dresse. Cette transplantation cardiaque, donc le livre, pareil, synchronise en fait le mouvement du cœur, c'est-à-dire ce cœur qui va passer d'un corps à l'autre en une nuit, et les gestes et le process dont il est l'objet sur un plan médical. J'ai aussi travaillé sur vraiment le roman d'apprentissage qui est ce que je préfère. Vraiment un roman qui s'appelait Un monde à portée de main, où une fille va non pas apprendre à devenir peintre, mais va apprendre à peindre. Et donc va faire une école de trompe-l'œil pour apprendre à reproduire les surfaces les surfaces du monde et les textures du monde, donc les faux marbres, les faux bois. Et l'idée, c'était qu'elle arrive dans le facsimilé de Lascaux 4 à Montignac. Donc elle arrive dans un lieu où il aura fallu refaire les peintures du Paléolithique. Et ça, pour moi, c'est des sujets qui
déboucle quand même à chaque fois des mondes assez différents, mais qui vont activer un même geste. En fait, moi, je fais un peu le même geste qui est de m'avancer vers ces zones inconnues, qui est d'essayer d'en apprendre leur langage. Parfois, il y a une dimension d'enquête qui se fait toujours dans le courant de l'écriture et non pas d'avance, puisque le livre, il n'est pas écrit d'avance. Donc, je le disais hier aux élèves, c'est vraiment le livre qui invente son propre matériau documentaire. Rien n'est fait d'avance. Donc, en fait... voilà, c'est quoi un pont ? C'est d'abord peut-être c'est quoi un fleuve ou c'est quoi forêt, la terre, voilà, des choses comme ça. Les sujets, ils me captivent dans la mesure où, évidemment, ils attrapent autre chose qu'eux-mêmes. Pour moi, l'idée n'est pas d'illustrer un sujet. Le sujet en soi, si on est dessus tout le temps, il y a quelque chose qui n'advient pas. Il faut que, justement, il fasse phosphorer, je sais pas quoi... Enfin, qui diffuse autre chose. Et par exemple, le pont, j'avais envie vraiment de m'interroger sur est-ce qu'il est de concilier des espaces contraires, est-ce qu'il est possible d'assembler des espaces qui justement n'ont pas la même physique, bien sûr, mais l'un notamment est une forêt qui n'a pas été traversée par l'histoire, l'autre est une ville en plein boom. Qu'est-ce qui se passe dans ces lieux ? Et pour moi, c'était un roman qui avait quand même un enjeu politique, c'est-à-dire que c'est beaucoup autour de la réconciliation, la conciliation, la compromission. C'était un pont, ça dit tout ça. Ça dit la liaison. Alors, ce qui était génial dans cette histoire de pont, pour moi, c'était qu'un pont, c'est immédiatement du deux, donc c'est du rapport, du frottement, il y a de la dialectique, il y a ça se tense, il y a de la tension. Dans le cœur, j'avais beaucoup plus envie de questionner la question de la mort telle qu'elle a été définie historiquement dans nos sociétés. J'avais envie qu'il y ait aussi de la métaphysique, c'est-à-dire on est mort ou on est vivant. Eh bien non, en fait, ce livre déboucle un troisième espace qui est celui de la mort cérébrale, où finalement les organes peuvent continuer de fonctionner. Et ça, pour moi, on rentre dans des moments qui sont beaucoup plus liés à en fait, qu'est-ce que c'est que... justement être mort, qu'est-ce que c'est que mourir dans nos sociétés et comment finalement et qu'est-ce que le don d'organes comme contreforme de la mort humaine peut nous dire quelque chose d'un phénomène dont on ignore tout. On rentre dans un processus, et moi j'aime assez les processus, parce qu'en fait la technique m'intéresse, d'une certaine manière, tout ce qui est assez anti-littéraire m'intéresse, et la technique comme matériau qui résiste à la littérature m'intéresse. La façon dont il y a du pistage, pour moi, le mot de pistage, c'est vraiment le travail littéraire sur la manière dont le document, dont le documentaire, dont l'enquête, dont l'investigation vient se tresser au travail de la langue. C'est-à-dire, là, il y a du pistage, parce que pour le coup... les noms des pinceaux, les noms des couleurs, les noms des techniques picturales, comment est-ce qu'on descend dans une grotte et comment est-ce qu'on en rapporte une espèce d'empreinte numérique. D'abord, ça m'intéresse, à tel point que parfois je me déplace, je vais voyager avec ça. Et puis, voilà, mais si vous voulez, quand je commence le livre, c'est pas du tout je sais à peine que je vais trouver ça, vous voyez. Donc il y a ce fort travail documentaire, et là ça passe par quoi ? Des lectures D'abord quand même le fait d'aller voir. Il y a quand même du déplacement, après des lectures bien sûr, mais les lectures c'est comme le roman, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lire des livres sur les ponts, il s'agit de lire peut-être des livres sur l'amour par exemple. Vous voyez, et à ce moment-là, c'est-à-dire que tout est toujours un peu décalé Il y a une joie aussi d'aller me balader, de rencontrer des gens. J'aime bien l'idée aussi d'entendre, c'est-à-dire il y a toujours une dimension langagière dans ces projets, dans ces romans, parce que moi j'ai l'impression de m'initier aussi à ma propre langue, c'est-à-dire de faire monter dans mon travail des lexiques qui n'y étaient pas, et aussi des lexiques qui n'ont pas tellement droit de citer dans la littérature, parce qu'ils sont souvent des lexiques...
soient issus de zones symboliquement assez pauvres. Donc j'ai parlé de la technique, mais voilà, les matériaux, ce dont on pense que voilà, tout d'un coup il y a quelque chose qui n'est pas noble. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est les réactiver, notamment tous les lexiques qui disparaissent. J'aime bien user de mots qui sont un peu comme une espèce menacée aussi. C'est très puissant pour moi parce que c'est la question du détail dans la littérature, et c'est vrai que moi là c'est très engagé, c'est-à-dire que c'est comme un manifeste. Le travail littéraire, c'est peut-être le dernier lieu, en tout cas un des derniers lieux où l'on peut contrer la standardisation du langage. La standardisation du langage, la globalisation de la littérature, l'uniformisation des imaginaires, tout ça, ça donne lieu à des langues dans lesquelles on vit tous, qui sont celles de la publicité, des discours politiques, etc. Et la littérature, pour que ce soit différent, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la question du détail. J'ai essayé de le dire hier avec la question des couleurs, mais je sais pas, le rouge carmin et le rouge vermillon et le rouge pompier, le rouge cerise, voilà, ce sont pas les mêmes couleurs. Une fois assemblés tous ces matériaux, comment l'imaginaire vient former ce paysage du roman ? C'est précisément parce que je suis informée, renseignée, documentée, qu'il y a de la fiction. C'est vraiment tout ce truc très baudelairien des correspondances, c'est-à-dire que tout d'un coup, les rapports un peu secrets, spectraux entre les choses, ils se lèvent dans l'écriture. Et c'est ça l'imagination. L'imagination, c'est un travail. C'est vraiment l'idée de Baudelaire. C'est un travail. C'est pas une faculté qu'on possède tranquille. J'ai beaucoup d'imagination. C'est un travail qui consiste en fait à activer des rapports entre des choses. Je vois bien qu'il y a eu des moments où ce travail d'imagination, il faisait surgir ce que j'appellerais la vérité du livre, en fait. Alors là, vous venez de sortir Sévose, écrit avec l'écrivaine Joyce Orman, qui est membre, je crois, comme vous, du collectif d'auteurs Inculte. Comment est né le projet, l'envie d'écrire à deux, et ce petit quelque chose dont on parlait au début tout à l'heure, qui vient habituellement rôder et vous embarquer sur le chemin d'une nouvelle histoire, est-ce qu'il s'est manifesté de la même façon cette fois ? Le sujet, c'est une capacité, je pense, à se laisser intriguer. On avait déjà fait un travail toutes les deux. On était partis dans un hôpital psychiatrique à Saint-Alban, au cœur de la Lozère, qui est un endroit où est née une manière différente de soigner la folie, qu'on appelait la psychothérapie institutionnelle. Et avec des gens qui étaient aussi des psychiatres, mais qui avaient à voir avec la poésie, avec le surréalisme, avec la résistance à l'époque, avec le fait d'être étranger quelque part. Voilà. Et on était assez l'une et l'autre passionnées par ça. Elle a en plus après écrit un livre qui s'appelle À la folie, qui est une enquête dans un service psychiatrique fermé. Mais on avait été à on avait écrit déjà ensemble. Et en fait, on s'était dit, c'est vraiment intéressant. Ce lieu de l'hôpital de Saint-Alban, donc en fait c'est un lieu où il s'est produit quelque chose de central, mais un lieu qui lui-même est complètement excentré. Donc c'est cette notion de centralité qui nous intéressait beaucoup, parce que ça nous intrigue, parce que c'est aussi immédiatement de la mémoire, et ça met en rapport de la mémoire et des espaces. Et on est l'une et l'autre assez... on a un travail qui est très... qui regarde beaucoup les espaces, qui s'intéresse beaucoup... Enfin, la question de l'espace dans la littérature, de ce qui est spacieux, hein, les sentiments aussi peuvent être spacieux. Voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement central dans mon travail. C'est immédiatement la question des mouvements, des corps, etc. Et elle aussi. Et en fait, on s'est posé la question de ces histoires de villages engloutis. Et c'est vrai que on s'est dit, mais c'est vrai qu'il y a à un moment donné, il y a eu une espèce de conflit d'espèces, c'est-à-dire on électrifie après la Seconde Guerre mondiale, la France se couvre de barrages, on relève la tête, on redresse des ruines, mais ces barrages, ils vont engendrer l'engloutissement de hameaux, de fermes, mais aussi de villages entiers, dont le village de Tignes. Et c'est vrai que quand on est à Tignes, près de ce lac, il y a quelque chose qui tient à
à l'engloutissement, à quelque chose qui tient à la présence des fantômes. Voilà, il y a quand même sous la surface, il y a un village. Alors ça, c'est un motif plutôt que de sujet. D'ailleurs, moi, je parle rarement de sujet, je parle plutôt de motif. C'est un motif vraiment très intriguant pour des auteurs. Avant une toute dernière question, j'avais envie de vous demander, vous qui êtes lectrice, auteur de romans et de livres pour enfants, et maman de 4 enfants, vous avez une vision en plusieurs dimensions de la littérature et de la lecture. Quel est selon vous le moteur le plus puissant pour donner le goût de lire, et est-ce que vous avez un souvenir de ce qui a été pour vous déterminant sur ce sujet? Je pense que ce qui est au bout du chemin assez puissant, c'est la question de l'émotion, qui est ultra compliquée en fait, je trouve. La question de la connaissance, je la mettrais en... Ça a beaucoup joué pour moi parce que j'étais un peu tout le temps comme ça quand j'étais adolescente à vouloir être intriguée. Mais je pense que la lecture, ça pose la question de l'émotion. Et je pense que les livres qui vous mettent en mouvement, au sens où l'émotion, c'est une mise en mouvement de votre cœur qui bat, vos sentiments, le fait que vous ne pouvez pas lâcher ce livre, une forme d'impasse. Cette émotion-là, la manière dont ça vous touche et où ça vient ramasser qui vous êtes, en fait, c'est quelque chose de très puissant. Et je pense que c'est souvent la question de l'émotion qui peut ouvrir à la lecture. Alors pour terminer, nous sommes tous ici extrêmement curieux de savoir si vous êtes de nouveau à l'affût. Et si oui, dans quel autre univers vous allez plonger pour l'explorer et y trouver les ferments d'une nouvelle histoire? Alors, je peux pas trop en parler parce que c'est assez fragile en fait. Et puis voilà, c'est encore secret. En fait, moi, quand j'écris, je fais pas lire du tout jusqu'à la fin, en fait, parce que j'aime bien cette espèce d'érotique du secret. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est là, ça pousse en moi, ça grossit sur l'ordinateur, et je suis dans cette histoire-là. Et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du désir, etc. C'est assez fort, et aussi de la peur, hein, mais voilà, j'aimerais écrire de nouveau un roman. Et je disais hier ces trucs très très vagues aux lycéens qui me posaient la question, que je m'intéresse à la question de la... Bon, ça semble complètement un peu bateau, mais à la question du passé, plutôt à la présence du passé dans le présent, quoi, à la radioactivité du passé dans le présent, à la question des traces, etc. Voilà. Je vous propose qu'on prenne les questions à la fin. Donc, je vais enchaîner avec quelques petites impressions porcrosiennes et insulaires avec Maëlys, et ensuite vous aurez la parole pour poser les questions sur son travail. Alors, c'est la première fois que vous vous rendez à Porquerolles. Votre découverte en est donc encore très sommaire, même si Claire, ce matin, a posé quelques jalons fondateurs de son histoire et de son identité. Quelles sont néanmoins, avec cette première matinée, vos premières sensations à la découverte de cette île? Qu'est-ce qui vous a marqué en arrivant? J'ai été frappée par le relief, en fait. J'ai été frappée par la hauteur sur l'eau. Je ne m'attendais pas à tant de hauteur sur l'eau et à la présence des bois, en fait, de la forêt, du maquis. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus bas sur l'eau, et une végétation aussi moins obscure, aussi moins dense. Et ça, là, j'ai l'impression d'arriver dans une forêt, en fait, dans un fragment de forêt sèche, en fait. Donc ça m'a beaucoup marqué. Après, je lisais avant d'embarquer, les panneaux, vous allez aller à Porquerolles, et alors il y a cette histoire des règles, des espaces dont l'usage relève d'un nombre de règles. Alors on peut dire des règles, il y en a partout,
Mais c'est vrai que là, elles vous sont données avant. C'est pas anodin d'aller quelque part en étant sommé de respecter un certain nombre de règles, comme si finalement c'était un espace qui était séparé des espaces plus habituels et plus ordinaires dans lesquels moi, par exemple, je me déplace. Donc en fait, je pense qu'aussi cette notion de règle, elle contribue à donner une impression de séparation, d'éloignement. Dans cette île, on ne peut pas se comporter comme on se comporte sur le continent. Mais il y a quand même cette notion de loin. Et d'écartement, de séparation. C'est-à-dire qu'on se dissocie du continent, pour aller vite. Et est-ce que vous pensez que ces règles, elles sont propres au territoire insulaire, ou est-ce que vous avez pu en faire l'expérience Je ne pense pas qu'elles soient propres à tous les territoires insulaires. J'ai l'impression que là, il y a une deuxième couche ici, c'est qu'on est dans un parc naturel, et que donc il y a aussi un autre ensemble de règles. En revanche, évidemment qu'on ne vit pas sur les îles, et c'est aussi pour ça, je pense qu'elles nous intéressent. On ne vit pas sur les îles comme on vit sur les continents. Donc de fait, il y a des règles qui s'appliquent, et ça m'intéresse beaucoup, ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut prévoir, comment est-ce qu'on vit sur une île, en fait, tout bêtement. On a parlé ce matin de la question de l'eau. Moi, je suis très intéressée par toujours tout ce qui est assez concret, parce qu'en fait, je pense qu'on attrape, par une question concrète, on attrape de la pensée et du symbolique, etc. Et je pense que l'idée qu'on a des îles, à la fois comme lieu de relégation, parce qu'en fait j'ai appris ce matin que ça avait été une quarantaine ici, par exemple, c'est quand même un truc, ça, et en même temps de refuge, il y a le paradis perdu, et puis il y a la terre intacte, qui est comme un trésor. Il y a l'idée du sanctuaire, et puis en même temps il y a le revers plus difficile, qui est la relégation. Ça, je trouve que c'est intéressant. Il y a toujours un peu un double face, un peu, ces îles. Et les îles, elles sont dangereuses aussi. On peut y être abandonné, et moi, j'aime assez cette ambivalence. Il y a une ambiguïté des îles que j'aime beaucoup, parce qu'on dit « Ah, c'est le paradis, c'est génial ». Non, c'est bien, mais c'est tout un truc. D'ailleurs, quand on demande combien de personnes vivent ici à l'année, les gens sont très peu. Et il y a une dizaine de personnes peut-être qui vivent à Port-Cros. Et à Port-Cros, 300. Les gens disent c'est le paradis, mais en fait, peu de monde qui reste y vivre. Tout à fait. Alors ça, c'est très intriguant, par exemple. Alors justement, vous avez écrit ce petit texte que vous citiez pendant le confinement, qui a été publié dans un recueil de textes sur les îles, qui s'intitule « Aux confins des îles », édité par Smilo, qui est une association qui accompagne le développement durable dans les petites îles du monde et le Conservatoire du littoral. Ce texte s'intitule « Des îles comme des centres ». Est-ce que vous seriez d'accord pour nous le lire ? Les îles sont ambiguës, leur forme circonscrite, leur matérialité hyperphysique, cailloux sur l'eau, ne résiste pourtant pas aux fictions qu'elles déclenchent. On croit les appréhender d'un coup d'œil, en faire le tour, on pense pouvoir les tenir dans sa main et les connaître, mais toute île, si elle est une île, commence par se dérober. Sans doute parce que l'île est à la fois l'incarnation géographique de l'espoir, mais figure aussi son envers sombre. L'Odyssée raconte cette ambivalence. L'île est alors le lieu fantasmatique d'un retour à l'enfance, le rêve d'un paradis perdu délesté de la civilisation, l'endroit d'un dénuement possible, le conservatoire d'un écosystème intact, mais elle figure aussi le désespoir, la relégation et l'exil, le lieu d'une quarantaine infinie imposée à ceux que l'on a nommés indésirables. Une chose est certaine cependant, les îles nous changent. Elles nous métamorphosent. À peine a-t-on accosté leur rivage qu'elles reconfigurent nos coordonnées géodésiques intimes et font surgir un centre vulnérable, ce centre enfoui que l'on avait perdu. C'est sans doute cette sensation de centralité que j'éprouve quand je vois ressurgir le cône isocèle de Stromboli au point du jour, accoudé au bastingage toujours un peu poisseux du ferry. Non pas l'idée que je me suis enfui du continent, exfiltré du cœur du réacteur en quête d'une marge, d'un abri de silence virginal et solitaire où ralentir enfin, mais au contraire, l'idée que je ralliais un centre, mon centre, celui où coïnciderait enfin mon expérience insulaire et le dessin de l'île sur la carte marine. Merci beaucoup.
C'est un très beau texte dans lequel vous exprimez plusieurs idées, vous en avez parlé, à la fois l'idée de l'île refuge, l'île cabane, coupée du monde et de la société, quand vous la décrivez comme lieu fantasmatique d'un retour à l'enfance, le rêve d'un paradis perdu, mais aussi l'idée d'un territoire d'expérimentation écologique, d'un rapport simple, privilégié à la nature, quand vous l'envisagez comme l'endroit d'un dénuement possible, le conservatoire d'un écosystème intact, ce qui est d'autant plus vrai dans des territoires insulaires érigés au rang de parcs nationaux, comme c'est le cas ici à Port-Cros. Et enfin, et vous l'avez dit, comme des territoires d'exil ou de quarantaine, comme ce fut le cas d'ailleurs pour Port-Cros, quand en 1886, une épidémie de choléra sévit et que l'île servit d'île de quarantaine pour les soldats qui revenaient des guerres du Tonkin ou de Madagascar. Un passionnant ouvrage, je fais référence à l'ouvrage paru aux éditions Claire Pollan sur le sujet. Et puis, vous parlez de cette expérience, de ce sentiment qui domine en vous à l'approche d'une île qui vous est familière, ce centre, votre centre, que vous ralliez quand vous retrouvez l'île de Stromboli. Ce centre perdu qui ressurgit, c'est une expérience sinon universelle, qui semble en tout cas partagée par un grand nombre d'insulaires ou d'amoureux des îles que j'ai pu interroger dans le cadre du podcast que je produis. Cette sensation difficile à décrire à l'approche de l'île qui leur est chère, quelque chose d'assez organique, qui les remue physiquement et spirituellement, une forme d'alignement intérieur et géographique, pour reprendre votre formule, ce centre où coïncide mon expérience insulaire et le dessin de l'île sur la carte marine. Alors pour vous, ce centre Maëlys, est-ce qu'il a la douceur d'un cocon? Est-ce qu'il a à voir avec une expérience de reconnexion profonde avec la nature? Ou est-ce que c'est tout autre chose? Est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu approcher ce centre? Ce qui me bouleverse, ce qui me touche beaucoup, c'est évidemment ce qui se passe entre les îles et notamment l'idée qu'une île, on doit traverser la mer pour l'atteindre. C'est déjà, faut partir presque d'avant. Et c'est vrai que l'arrivée à Stromboli, par exemple, mais j'imagine, je regardais bien ce matin, et puis je pense que ça vaut pour les autres îles. C'est pas comme arriver sur le continent, en fait, arriver sur une île. Et moi, par exemple, j'étais à l'île de Pâques. Je me souviens très bien que j'étais assez tendue par l'idée déjà que l'avion puisse rater l'île parce qu'on n'aurait jamais eu assez d'essence pour retourner au Chili. Mais je me souviens que même vu de dessus, on avait eu ce sentiment, vous voyez, d'arriver. C'est beaucoup mieux de fendre la mer, parce qu'en fait, en plus là, il y a l'archipel, donc il y a aussi tout ce qui se passe entre les îles, etc. Et sous la surface, il faut y arriver. Et arriver sur une île, c'est déjà un voyage, en fait. Pour moi, il y a déjà cette émotion-là. Et je pense que cette question de centre, elle vient dans le fait que elle est très odysséenne, en fait. Elle est très associée à l'idée du retour, en fait, de rentrer, de revenir, du retour. Et dans ce retour, il y a l'idée de ressaisir du temps, de ressaisir sa vie. Stromboli, c'est une île où je suis venue chaque année. Là, j'y suis allée un peu moins ces dernières années. Il y a eu le confinement et puis d'autres choses dans la vie. Mais c'est vrai que il y a cette idée de retour. Oui, parce que ce centre, cette expérience de ralliement au centre, vous l'expérimentez quand vous rejoignez Stromboli, mais est-ce que vous l'expérimentez sur d'autres îles? Non, je ne l'expérimente pas sur d'autres îles. Donc on est d'accord que c'est l'idée d'une île. C'est une île particulière, une île où j'ai été de manière régulière au même moment de l'année pendant longtemps, en fait. Et où je faisais les mêmes choses aussi. Et je pense que cette idée de centralité, c'est l'idée plutôt que le cocon, etc. C'est pas tellement ma pente. Ce qui serait plus important pour moi, c'est cette idée de retour qui me permet de me resituer sur la carte, en fait. Et c'est vrai que sur les cartes marines, on le voit sur les archipels, quand on voit sur les cartes marines la manière dont sont inscrites les archipels, on voit bien que les îles ponctuent ces grands aplats corroyés qui sont bleus, et chacune pourrait être un endroit où on vient piquer un centre, en fait. Sur les îles, c'est aussi une façon de me reconnaître, en fait, plus que de me reconnecter, de me reconnaître et ça, j'aime beaucoup ça, c'est important pour moi.
Puis il y a d'autres lieux qui peuvent vous donner cette impression de centralité, mais jamais d'une manière si radicale qu'une île vous le donne. Les îles, est-ce qu'elles sont pour vous, alors on va parler peut-être plus de l'île de Stromboli, est-ce que pour vous ça peut être un territoire propice à la création littéraire, à la création en général? Est-ce que vous en avez fait l'expérience? Est-ce que vous avez écrit à Stromboli? Est-ce que ça génère en vous mais en fait, je pense que quand je suis à Stromboli, j'ai tellement envie d'être à Stromboli que j'ai pas tellement envie de me mettre devant un ordinateur pour écrire. Et en fait, c'est un peu le problème d'écrire. Parfois, vous êtes invité à écrire dans des très très beaux endroits. Mais alors, on ne travaille plus du tout parce qu'on a envie d'être dans l'expérience de ces beaux endroits. C'est compliqué de travailler dans ça. Conflit d'espèces, pour moi, c'est un motif littéraire. C'est-à-dire que plus que d'écrire sur une île, j'ai écrit en me saisissant de l'île comme d'un motif de fiction. Et d'ailleurs, je pense que c'est absolument Je pense que si j'aime tant les îles, c'est que c'est aussi la réverbération de la fiction, en fait, pour moi. C'est une forme qui réverbère la fiction. C'est un creuset à fiction, les îles. D'ailleurs, tout ce qu'on a entendu ce matin, c'était quand même du courage, de la famille, de l'amour, de l'adversité, de la guerre, des bombardements, un idéal. Enfin, les îles activent ça, mais elles ont activé tellement de grands textes littéraires que on vient dans des îles avec avec Robinson, avec l'île au trésor, avec c'est-à-dire qu'on ne cesse de rejouer la puissance littéraire des îles quand on y va. Et c'est vrai que il y a des îles dans mes livres. Le livre, en plus, c'est un livre vraiment important pour moi, Ni fleur ni couronne, qui est vraiment ces deux grosses nouvelles de 100 pages en fait. L'une se passe en Irlande et l'autre se passe à Stromboli. Stromboli est revenu souvent et c'est vrai que la question des îles est quand même un moteur fictionnel très 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 fort. On voit bien la forme, parce que c'est justement on la tient comme un roman, enfin on la visualise, on peut en faire le tour, on la voit sur la carte, etc. Ces îles que l'on peut parcourir en un jour, en fait, c'est dingue. Deux fictions qui ont l'île pour unité de lieu sont même à l'origine de genres littéraires. Les utopies qui s'appliquent à proposer des modèles de société, donc on pense évidemment à Utopia de Thomas More, ou les Robinsonades qui sont de l'âme des hommes, et là c'est évidemment le Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Vous citez l'Odyssée dans votre texte. Est-ce qu'il y a des romans, des récits qui se déroulent dans des îles qui vous ont marqué? Est-ce que vous avez des conseils de lecture ou de témoignages artistiques sur les îles à conseiller? Alors là, en dehors de l'Odyssée, Robinson. En dehors de l'île au trésor aussi. Parce que l'île au trésor, c'est une grande lecture de mes 13 ans. Alors, est-ce que la Corse, les livres de Jérôme Ferrari, par exemple, celui qui s'appelle le Sermon de la chute de Rome, alors c'est une île, mais alors là, on est à l'intérieur de l'île, on est dans les montagnes corses. Et en même temps, il y a toute la question de la Corse insulaire qui se trouve posée dans cette île, puisqu'en fait c'est l'histoire d'un jeune étudiant en philo, d'un prof de philo, qui quitte le continent pour revenir sur son île. Donc il y a vraiment l'aspect de retour qui joue beaucoup. Voilà, ça par exemple, je trouve que c'est un beau livre, en plus qui déjoue le cliché de l'île, parce qu'en fait le problème aussi des îles, il faut quand même dégager les clichés, notamment de l'île paradisiaque, et là par exemple, ce qui est vraiment intéressant dans son livre, c'est que c'est un livre qui est complètement insulaire, je trouve, mais qui ne fait pas vraiment qui fait affleurer aucun cliché ilien. Vous voyez, je pourrais dire ça. Alors une autrice qu'on a reçue ici aux rencontres littéraires il y a quelques mois, donc Sylvie Tanette, qui vous a précédé, écrit dans son roman Maritime, je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, au sujet de la petite communauté insulaire au sein de laquelle se déroule l'intrigue, notre façon d'habiter au milieu de la mer, de vivre en communauté, d'être indifférent à leur discours, en parlant du discours des autorités en place, de partager notre quotidien et de nous contenter de peu sans nous préoccuper de rien, les irritait. Elle décrit une forme d'indifférence insulaire, d'opposition pacifique à la tyrannie qui sévit sur le continent.
Est-ce que les îles, selon vous, sont des lieux où peuvent s'exercer plus fortement qu'ailleurs une forme de liberté de vivre et de penser ? Non. Non, je suis désolée. Je le pense pas vraiment. Je pense pas que l'île a le privilège de la communauté. Vous voyez, je pense qu'un hameau de village, un quartier, une cité, une cour d'immeuble, vous voyez, en fait, les espaces, on les construit. D'ailleurs, ce sont les communautés elles-mêmes qui construisent leurs espaces, enfin, sur un plan de spatialité. Après, je pense que autre chose est de se dire que, comme je disais au début, sur une île, on ne peut pas vivre exactement. Enfin, la vie est différente de fait. Et dès lors, ça induit quand même des accords, que des accords soient passés entre les Iliens. Et les Iliens doivent s'accorder sur un certain nombre de choses. Et le politique, il est là immédiatement. Sinon, peut-être qu'ils ne peuvent pas même vivre ensemble. Enfin, ils ne peuvent pas survivre, on pourrait peut-être. Et ça crée de facto de la communauté. Mais quand on parle de communauté, de ce que c'est que de créer du commun, je pense que voilà, une cage d'escalier dans le 19e arrondissement peut créer. Vous voyez, je ne dis pas que l'île n'a pas en soi le privilège de l'instauration de la communauté. Mais les êtres qui vivent dans des îles ont ce privilège en revanche de devoir faire communauté, parfois peut-être malgré eux, parce qu'ils doivent s'accorder sur l'usage du lieu qu'ils partagent. Mmh. L'île, elle crée la communauté, mais en fait, je pense que souvent, c'est les êtres qui instaurent leur espace, en fait, et qui s'approprient un espace et qui, du coup, accèdent à cette idée de communauté. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se fait à l'envers. Mais c'est vrai que sur les îles, s'il n'y a pas de communauté, on ne peut pas s'en sortir. Enfin, s'il n'y a pas de commun ou d'idées, d'accord sur un partage commun des espaces, on ne peut pas s'en sortir. La mer joue un rôle important dans vos romans, la mer comme l'univers de la pulsion, du désir. Dans Corniche Kennedy ou Réparer les vivants, vous avez grandi au Havre, on l'a dit. Quel lien vous entretenez, vous, avec la mer ? En quoi elle vous inspire ? Vous voulez dire aujourd'hui ? Oui. Alors, le lien, c'est un lien qui est déjà un lien autobiographique, en fait. Le fait d'avoir grandi sur un rivage en bord de mer, même si cette mer est la Manche bien grise, dans un ciel tourmenté de l'estuaire de la Seine. Voilà, donc ça crée un imaginaire. Le Havre, c'est vraiment le béton et le vent, cette espèce de communisme municipal un peu orthodoxe et de scène punk rock et de port colossal, en fait. Donc ça crée... ça, je pense que la mer, pour moi, c'est d'abord la mer du Havre, en fait, où j'ai vécu de zéro jusqu'à ce que je quitte la ville après le bac, 18 ans. Donc ça, c'est important. Après, il se trouve que moi, je suis issue d'une famille de marins, d'abord de marins au long cours surtout, et puis de médecins de marine. Ça crée quelque chose d'important quand même, parce qu'en fait, c'est surtout le rapport à l'absence. C'est-à-dire que pour moi, la mer, c'était l'espace où mon père s'absentait longtemps. Quand il partait 3-4 mois... on disait il est en mer. En ce moment il est en mer. Donc moi je suis un peu une enfant de ça. Ça plus le Havre, ça crée quand même quelque chose d'assez fort. Dont Toulon, c'est beaucoup plus la mer radieuse, scintillante, la mer estivale, des Pimbagnas et c'est une autre mer. Et de Corniche Kennedy. Et de Corniche Kennedy. Mais bon, pour moi la mer c'est quand même plutôt la Manche. Et c'est vrai que ça joue un rôle très matriciel dans mon travail. Oui, justement, ce terme matriciel. Alors, pour reprendre vos propos entendus dans un entretien au moment de la sortie de Corniche Kennedy, vous dites que la mer est un espace où on se sent exister dans son corps, quelque chose d'un peu cosmique, d'intense, à la source de la vie même. Il y a quelque chose d'assez matriciel dans la Méditerranée, vous avez dit. Est-ce que vous pourriez expliquer ce terme dans la matriciel ? Méditerranée, parce que c'est la mer de la littérature. Oui. Via l'Odyssée, c'est quand même la mer de la... Enfin, pour nous, qui vivons dans cette partie du monde, la Méditerranée,
c'est la mère de toutes les histoires, en fait, parce que l'Odyssée, c'est pas celle d'Homère, c'est toutes les histoires, et toutes les histoires des voyages, des rivages, des migrations, etc. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est en ce sens-là que la Méditerranée, elle est totalement matricielle et qu'elle a cette puissance de fiction aussi. Enfin, je sais pas si la mer est matricielle. Ce que je veux dire surtout, c'est que la mer, moi, j'aime y nager. J'ai cette pratique des bains de mer toute l'année, en fait, dans des mers d'ailleurs plutôt dans la Manche. Et ça, c'est vrai que ça, on se sent exister quand on nage dans la mer, parce que d'abord, on est dans un milieu que l'on ne maîtrise pas du tout. On éprouve évidemment, son corps a une physique très puissante. Vous voyez, voilà, pour moi, il y a quelque chose de très fort dans le fait que dans ce roman Cornish Kennedy, c'est vrai que c'était très organisé. Avec d'un côté, il y avait la ville, et qui était le monde des lois des hommes, de la loi des hommes. Donc, et puis d'un autre côté, la Méditerranée, qui est l'univers du désir, des pulsions, c'est-à-dire l'adolescence en plus, du corps, et l'adolescence étant quand même cet âge où l'on se rend compte qu'on a un corps. Enfin, vous voyez, avec la question du désir qui fait irruption dans votre vie à cet âge-là. Et du coup, je pense que pour ça, j'associe beaucoup la mer à ça, en fait. Ces êtres, ces adolescents, ils plongent dans la mer tout l'été, ils font que ça. Et ça rejoue pour moi une geste qui a à voir avec l'émancipation, la liberté, le désir, le corps et la sensorialité, en fait. Oui, il y a une formule aussi. C'est plus dans le sens de sensoriel et sensuel. Enfin, il y a quelque chose dans la mer qui relève de ça. J'avais relevé une autre formule, vous dites que la mer magnétise les groupes. Enfin, il y a quelque chose de... Oui, mais de fait, vous regardez, mais la mer magnétise les hommes. Vous regardez la carte, le planisphère de nuit. Vous voyez, il y a des cartes sur Internet et vous voyez que tous les rivages sont illuminés et que les intérieurs des continents sont noirs. Les gens vont vers la mer. C'est l'attraction magnétique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pour revenir à Porquerolles et à la littérature, Porquerolles a la particularité de porter un héritage littéraire important avec la présence de la NRF, de Jean Paulhan et la communauté littéraire dont il s'était entouré dans les années 30. Marceline Henry, dont on a beaucoup parlé ce matin, qui a marqué l'histoire de Porquerolles, puis Pierre Buffet, le propriétaire du manoir, dans sa lignée, parle de l'esprit de l'île, qui a donné son titre au livre de Pierre Buffet, paru aux éditions Claire Pollan, pour qualifier cette atmosphère, un art de vivre inspiré d'une certaine poésie du quotidien qui a pu avoir cours ou qu'on peut ressentir encore quand on passe un court séjour à Porquerolles. Alors j'imagine que c'est un peu court pour vous, Maëlys, pour avoir ressenti vraiment encore cet esprit de l'île. Ouais. Le manoir, quand même, on attrape quelque chose. Ouais. Tout de suite, quand on arrive. Oui. Quel genre de roman pourrait vous inspirer une île comme Porquerolles ? Ou quel genre de livre vous plairait-il de lire ? Non, si j'avais à écrire un livre sur Porquerolles, je pense que je m'intéresserais beaucoup à cet oiseau dont on nous a parlé. Ah, très bien. Et à cette histoire des conflits d'espèces. Alors, juste pour les auditeurs qui écouteront le podcast, on a eu la chance, en effet, de découvrir le puffin Yelkouan. En plus, le nom Yelkouan, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la notion de tout ce qu'il y a eu sur... c'était de l'onomastique, d'une certaine manière. La zoonymie, l'histoire, comment on a nommé cette espèce, c'était quand même génial d'écouter ça. Oui, donc ce chasseur de vent, l'âme en peine, l'histoire qui dit d'ailleurs, alors ça c'est dans l'histoire des îles, je ne l'ai pas entendu la Fabrice nous dire ça, mais à Porquerolles on dit que c'est l'oiseau de mer qui aurait inspiré le chant des sirènes. Alors ils sont en effet connus pour pousser ces cris qu'on a entendus tout à l'heure qui ressemblent un petit peu, alors après chacun aura eu son interprétation. À des gémissements. Des gémissements d'un bébé, ou voilà, on ne sait pas trop. Ouais. La question, et vous en avez parlé avec Emmanuel Delavoye, est au cœur des 8 nouvelles qui composent le recueil de nouvelles Canoë, qui est paru en 2021. Qu'est-ce que vous a inspiré justement ce cri, ces vocalises presque humaines du puffin ? Vous savez que en fait, l'oiseau a comme l'Homo sapiens a un. Alors nous, on a un larynx, et eux, je crois que ça s'appelle un styrynx. Et ce qui fait que
sur un plan de zoologie, en fait, on peut dresser des parallèles et comparer les vocalises des oiseaux et la voix articulée des hommes. Elles ont beaucoup plus de rapport. En fait, l'animal qui est le plus en rapport avec nous sur le plan vocal, c'est l'oiseau. Parce qu'on a rapproché le cochon, les grands singes, etc. Mais en fait, sur le plan vocal, c'est l'oiseau. Et alors ça, évidemment, moi, ce qui m'intéresse dans la voix, quand j'entends les puffins, ça me rappelle que nous, on n'a pas toujours parlé. Quand le larynx n'était pas descendu au niveau de la 5e vertèbre, on était peut-être comme eux. On était en tout cas comme des bébés, ce qui serait un peu des bébés. Or, quelqu'un a dit que, à comparer, là dans la salle, à comparer leur cri à celui des bébés. Donc, on peut se dire que nous, il s'en est fallu de peu qu'on soit comme... Mais c'est vrai. Et qu'en fait, c'est cette espèce de chose incroyable, alors totalement épopéenne et odysséenne de l'histoire de la voix qui devient humaine, parce que la voix, elle n'a pas toujours été humaine. C'est ça qui est incroyable. La voix, elle est devenue humaine. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir quand on crie. C'est ce que j'allais vous dire, le cri. On est dans une forme d'animalité. C'est le retour de l'animal en nous. D'ailleurs, on a interdiction de crier dans les espaces publics. Enfin, vous voyez ce que ça crée. Quelqu'un qui est en train de gueuler sur une place, tout le monde va voir, qu'est-ce qui se passe. On n'est pas habitué au cri. Le cri, on le tolère dans des enceintes faites pour ça, les stades... je sais pas, certaines églises, certains temples, mais surtout, je pense, les stades. Là, on crie. Et les stades où il y a des concerts aussi. Enfin, voyez. Mais sinon, vous criez dans la rue, tapage public, hop, interdiction, pareil, règle. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas crier ? Pourquoi est-ce que le cri a été banni des espaces partagés, des espaces communs ? Parce qu'évidemment, c'est l'animalité qui se réinvite. D'ailleurs, on crie... quand on est surpris ou quand on est en colère, finalement, quand on ne maîtrise plus la voix articulée qui nous fait faire des mots, etc. Voilà. Peut-être un roman sur le puffin. Ouais, non, le puffin, c'est bien. Et puis, surtout, tout était très, très bien. Qui ne touche terre qu'une fois qu'un jour par an. Qui fait qu'un œuf. Tout son rythme, l'hivernage, et tout était génial. Et puis, le vol tendu qui plane, 3 coups d'aile, c'est magnifique, ça. Ouais, ça, c'est très, très inspirant. Pour terminer, Maëlys, alors j'ai conscience que votre découverte de l'île, elle est encore bien sommaire et peut-être qu'on se réécoutera après votre bain de mer. Mais est-ce qu'il y a une image, un son, une odeur qui vous ont marqué depuis que je suis là ? Oui. Alors, ce qui m'a marqué, c'est la beauté des cactus qui sont sur le chemin qui mène au manoir. Vous voyez, il y a des cactés très très beaux et toujours cette espèce de... Alors ça c'est vraiment de l'île de l'île. Vous voyez, toute la végétation, je l'ai trouvée très belle. Évidemment, les eucalyptus sous lesquels Claire a parlé. Moi, j'étais assez impressionnée par les arbres. Donc d'abord les plantes, ces plantes, puis arrivé au manoir, les eucalyptus, puis les palmiers, et la mer scintillante, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est quand même, il y a ce truc du scintillement qui est singulier ici, je pense. Je dis pas qu'il y a que ici que ça scintille, mais ça scintille ici, alors que c'est déjà quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Maëlys. Si vous avez des questions... J'ai une question de détail. Très bien. Vraiment. Dans le détail. Dans cette écriture que vous avez, dans cette phrase magnifique, tellement longue et qui pousse l'histoire et qui pousse comme une végétation, j'ai été frappé par la ponctuation. C'est là où est le détail. Alors que la ponctuation est devenue tellement pauvre dans la presse, partout, même les 2 points, au revoir, le point virgule, n'en parlons pas, au revoir. Voilà. Et vous, dans Cornish Kennedy, vous y allez fort, parce qu'à un moment, il y a un point d'exclamation, après, il y a une virgule,
faut le faire. Et il y en a même un endroit où il y a point d'exclamation. Alors, point d'exclamation, virgule, je comprends. Point d'exclamation, point virgule, j'ai un peu plus de mal. Mais c'est 2 fois que ça vient. Mais par contre, dans Réparer des vivants, vous dites, et c'est là ma question, la ponctuation est l'anatomie du texte. Ça, j'ai trouvé ça très énigmatique, très formidable, très énigmatique, mais j'aimerais que vous en parliez, quoi. Voilà. Alors, la ponctuation, si vous voulez, c'est la marque de l'auteur dans son texte, parce que finalement, les lexiques, ils existent avant lui. Ce qui n'existe pas avant l'auteur, c'est le fait de mettre les mots ensemble, en fait, hein, si on est très concret. Et évidemment que la ponctuation, pour moi, c'est la marque du tempérament de l'auteur. C'est comme si c'est sa respiration, c'est son corps qui va dans la phrase. C'est en ce sens-là que, pour moi, c'est assez anatomique. C'est-à-dire, y compris d'ailleurs les lignes de blanc, les alinéas. Vous voyez, c'est assez compliqué. Ça, vous prenez un texte qui se donne en fragments. Tout d'un coup, vous dites, tiens, hop, on enlève les blancs et on le compacte, c'est plus du tout le même texte. Vraiment, faites l'expérience, ça n'a plus rien à voir. C'est très anatomique parce que c'est comme un corps, une phrase aussi. Et moi, c'est vrai que je déboîte davantage. Il y a des phrases dans la phrase avec des systèmes d'incises, etc. Et c'est vrai que l'outil de la ponctuation, enfin les signes de ponctuation comme outil permettent quand même d'agencer ça. Alors c'est vrai qu'il y a de l'abus, je le vois bien parce que quand je relis Cornish-Kennedy, je trouve que c'est abusé. Mais non, mais parce que c'est vrai, non, mais pas tant pour l'oralité, mais que pour le fait que dans Cornish-Kennedy, il y a aussi la manière dont l'oralité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'ai répondu sur la connaissance, en fait, donc je ne sais plus si j'ai bien répondu, mais l'oralité qui rentre dans le texte, en fait, comment la phrase, elle attrape ce qui se dit entre les gens. Et évidemment que la langue prévoit des normes pour faire advenir de l'oralité dans un texte, c'est-à-dire 2 points à la ligne, on ouvre les guillemets, premier locuteur, tiré de locution, second locuteur, et puis tous ces verbes, répliqua-t-il, répondit-il, admusa-t-elle, voilà. Bon, pour moi, c'est une mise en scène totalement artificielle de l'oralité. Ça se passe pas du tout comme ça. En fait, ça va beaucoup plus vite. Y a quelqu'un qui vous parle, mais vous voyez un oiseau qui débarque et puis le feu passe au rouge, etc. C'est ça comme ça. Et c'est vrai que l'oralité, elle débarque un peu dans les phrases et que donc c'est le style indirect libre. En fait, ça pourrait être l'équivalent de n'importe quoi. Mais de fait, il faut quand même que ça tienne. Et c'est vrai que ça ne peut tenir qu'avec la ponctuation, avec laquelle moi, je me suis affranchie. Par exemple, je le fais plus 2 points. Non, parce que c'est comme si tout d'un coup on avait l'image, qu'on avait le son sans l'image. En fait, c'est comme si tout d'un coup on n'a plus que ce qui s'entend et puis on a perdu. On sait plus rien de rien. C'est pour moi très, très artificiel et assez lourd. Alors, sauf si la conversation éteint tout autour et que 2 personnes se parlent et que cette conversation est tellement importante dans la narration et dans la progression du récit, ces êtres vont se parler et là, on ouvre les guillemets parce que tout autour s'abat, s'effondre. Il n'y a plus que eux qui parlent. Et on les entend, et là, on est avec des traits de locution, parce que c'est important, mais là, c'est pour se dire des choses importantes. Je t'aime, je te quitte, je vais te tuer. Je voulais simplement vous demander la façon dont vous écrivez, parce que quand vous décrivez une scène, on a l'impression que vous êtes sur les lieux, et que vous vivez le moment présent et que vous décrivez ce qui vous arrive. Est-ce que vous écrivez à la maison ou comme les peintres sur le motif direct? Non, mais en plus pour moi vraiment le travail littéraire il est toujours enfin il est toujours différé. Le temps de la littérature c'est un après coup en fait. C'est même ce qui fait que c'est une activité si spéciale par rapport, je dirais même à la peinture ou ce qu'on appelle les arts vivants, où les choses
arrivent. Quand on écrit, les choses, elles n'arrivent pas précisément. Déjà, il faut les faire venir, et puis on est après. Moi, j'ai une question par rapport à la Candice Kennedy, et puis comment vous décidez à un moment donné d'arrêter votre roman? Parce que je suis resté extrêmement frustré sur cette fin. Là, je pense que là, il y a vraiment de l'abus. De l'abus. Non, mais je suis d'accord pour ce livre. C'était compliqué cette fin, et c'est vrai que c'est la fin suspendue, ça s'arrête, c'est comme un cut, et puis voilà. Ils sont quand même juste au bord de la falaise, ils viennent de se dire des choses importantes, mais c'est vrai que c'est une fin, à tel point que c'est souvent un exercice de faire écrire la fin aux élèves, parce qu'en fait on a l'impression qu'il n'y a pas la fin, que le livre il n'est pas fini carrément. Donc non, ça je regrette pas, c'est comme ça, c'est cette fin, elle est comme ça, mais je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'elle est frustrante, c'est ce qu'on appelle des fins ouvertes, mais pour le coup elle est tellement ouverte qu'elle est échancrée, enfin voilà. Mais sinon, oui, elle est cinématographique, elle est comme un cut, quoi, ouais. Mais sinon, je fais quand même des fins qui sont des fins... Alors, j'aime pas du tout les livres qui s'arrêtent, vous voyez, tout est bien résolu, chaque chose à sa place, l'intrigue, on sait, tout est su, etc. Ce qui est plus beau, à mon sens, c'est de prolonger quand même, que le livre continue de diffuser après qu'on l'ait refermé. Et pour ça, je pense que la fin doit être quand même assez ouverte, assez filante, enfin, assez... Et le pont, je m'arrête un jour avant l'inauguration, bon, mais quand même, et c'est vrai que c'est un homme et une femme qui nagent dans le fleuve, en fait, c'est ça la dernière scène. C'était un moyen de prendre à rebours cette espèce de truc assez massif auquel on a assisté, les milliers de tonnes de béton, puis à la fin on a cet homme et cette femme qui s'aiment et qui nagent et tout ça, ils partent en nage indienne et tout ça. Bon, c'est des contre-pieds, c'est une façon de pas finir. C'est pas si facile de finir. Je crois même que moi, j'aime pas tellement finir les livres. Ça dit ça aussi, ces fins un peu bancales. Elle raconte un peu ça, je pense. Oui, qu'en est-il pour vous, ou quelle place accordez-vous à l'espace, à ce qu'on pourrait appeler l'espace intérieur? Parce que tous vos motifs, tous vos sujets, vous allez les chercher tout de même assez loin de vous. Enfin, il n'y a pas de... Et quelle part, enfin, dans le romanesque, il y a une part aussi qui est accordée à l'introspection, à la recherche intérieure, et à l'intérieur, enfin, dans le contexte de tous vos sujets, de tous les thèmes que vous abordez, quelle place faites-vous à ce qu'on peut nommer l'espace intérieur? Vous avez avancé un seul mot qui fait d'une certaine façon référence, c'est le mot émotion. Mais le mot émotion, comme on le sait bien, est un mot un peu vague. Assez malléable. Oui, assez malléable. Aussi. Donc, à l'intérieur des émotions, il y a des sentiments, il y a des pensées, il y a des convictions, il y a des analyses aussi du comportement, évidemment. Toute la psychologie, tout le roman psychologique aussi. Est-ce que vous vous considérez très éloigné de tout ça, ou est-ce que vous rattrapez les choses par un autre biais? Alors, j'ai commencé, je dirais, un peu en tournant le dos à ça. Naissance d'un pont, c'est un livre pour dire je vais pas parler de moi. Voilà. Je suis pas, et j'avais même l'idée de me porter sur un terrain masculin, enfin c'est assez viril, c'est les ouvriers. Pour moi, c'était l'idée aussi de me rendre un peu invisible dans le livre et de tourner le dos à ce qui vient très très vite, c'est les motifs autobiographiques, enfin ce qui vous concerne vraiment. J'étais assez contente qu'un jour quelqu'un ait pu penser que l'auteur était un homme qui avait pris un pseudo de femme. 10 ans, 12 ans après, j'ai écrit beaucoup d'autres livres et qu'en fait, je reviens quand même vers une intensification de choses qui sont, enfin, de motifs, de sentiments, de scènes qui sont des scènes liées à ma vie. Il y a une traçabilité autobiographique dans mes livres, la question du rivage, voilà. Mais
Et j'ai toujours pensé que finalement, ce qui était le plus personnel, c'était la phrase, ce que j'ai dit tout à l'heure, la ponctuation. C'est le tempérament, ça va vite, ça va lentement, c'est chaud, c'est froid. L'auteur, il est là. Et en fait, on me connaît, je pense, j'avais l'impression d'être extrêmement visible et même qu'on pouvait m'attraper juste par la langue, en fait. Ce qui me dédouanait beaucoup en disant « non, mais moi, c'est mon histoire, c'est des ponts qui se construisent ». Et j'avais quand même la conviction de donner quelque chose d'extrêmement personnel. Et j'ai pu dire aussi que, voilà, que ces phrases qui disent que les fictions sont quand même toujours des autobiographies fantasmées, que mes livres sont quand même des autoportraits, ça, je l'assume vraiment. De livre en livre, il y a aussi quelque chose qui s'est détendu, je pense, pour moi. Alors, il y a la question de la pudeur, hein, c'est-à-dire l'idée qui est dans le sens où ce que l'on retient, ce qui ne peut être divulgué, la question de ce qu'on garde pour soi. Et ça, c'est assez présent dès le début. Et c'est toujours assez à l'œuvre, mais c'est vrai que ça rencontre quand même un désir de plus en plus fort de travailler à partir de mannes personnelles, enfin vraiment, et de scènes que j'identifie comme ayant été très importantes. Alors dans le canoë, Mustang, alors c'est cette nouvelle au Colorado, c'est très autobiographique. Il y a une poche fictionnelle qu'on identifie assez facilement, mais sinon c'est vraiment une nouvelle autobiographique. Et j'étais assez impressionnée de l'écrire parce qu'avant ça, le seul texte où le jeu narratif est un jeu qui me ressaisissait moi, était à ce stade de la nuit, qui était plutôt une prise de position politique sur ce qui se passait à Lampedusa. Et là, j'avais envie de prendre la parole. Mais et c'est pas un roman. Mais dans les romans, avec un monde à portée de main, il y a déjà beaucoup de choses qui sont apparues. Et aussi, souvent, j'ai l'impression que ce qui m'arrive de très personnel est métabolisé dans les livres. Par exemple, Réparer les vivants, c'est un livre qui fait écho à une expérience de la mort et qui, hop, ça se retrouve, ça devient cette histoire de don d'organes. Je suis reliée à mes livres, c'est pas des objets lointains, artificiels, mais c'est vrai que j'ai du mal à... Une chose est d'être reliée à ces livres, une chose est de s'y faire voir. Et que moi, j'ai du mal à m'y faire voir. Dans cette nouvelle, c'était si important parce que la narratrice, elle a son mari est là et il y a son petit garçon, qui sont des personnes avec qui je vis. Et c'était très troublant pour moi et j'arrivais pas tellement bien à me débrouiller avec ça. Donc, est-ce que ce petit garçon va devenir une fille? Est-ce que je le nomme autrement? J'arrivais pas à me débrouiller avec ça, mais en fait, je l'ai quand même fait et j'ai aimé le faire. Et dans vos goûts littéraires, est-ce que le roman d'introspection, le roman psychologique, c'est quelque chose que vous lisez avec bonheur, ou bien c'est quelque chose que vous repoussez comme... Non, c'est quelque chose que je lis avec bonheur et que je repousse pas du tout. Cela dit, je trouve que c'est extrêmement difficile. Vous voyez, le roman psychologique, c'est vrai que je pense qu'il y a eu aussi un évitement. D'ailleurs, je disais tout le temps, mais j'écris des romans d'action. Moi, mon truc, c'est l'action. Des romans où on fait des trucs, on transplante des cœurs, on construit des ponts, on apprend à peindre, etc. Du roman d'aventure. Oui. Et en fait, moi, j'aime énormément le roman psychologique, évidemment. J'aime le roman anglais, notamment. Henry James, bah oui. J'aimerais bien, d'ailleurs, écrire un roman qui soit siphonné par un jeu psychologique. Pour moi, c'est un peu le Graal. Enfin, vous voyez, Mrs. Dalloway, pour moi, ça reste quand même un livre majeur sur ce plan-là. Il m'a fallu attendre assez longtemps pour raconter un truc qui m'était arrivé. Vous voyez, donc là, finalement, même dans Mustang, cette nouvelle dont je pars de loin parce que je parle de 20 ans après, en fait, 25 ans après. L'idée de partir en ne sachant pas, ça reste quand même quelque chose qui est une forme de moteur quand même. Je sais où je veux arriver. Je connais la fin des livres avant de les commencer. Ouais. Alors, non, mais je sais pareil. Alors, non, mais ça va pas pour Cornish Kennedy. Mais sinon, je sais que le pont, je veux qu'on arrive de l'autre côté du fleuve, que le cœur, il doit atteindre le corps de cette femme, que ces êtres chassés et un peu en fuite, ils doivent atteindre Vladivostok, que cette fille, elle doit rentrer dans Lascaux 4.
Après, bon, il y a 400 000 signes pour y arriver. Mais j'ai quand même cette idée-là. Entre-temps, oui, on peut être bien perdu, ça, je suis d'accord. Mais quand même, il y a des... Moi, je commence pas les livres en me disant on va voir où ça me mène. En fait, j'ai quand même envie d'arriver quelque part. Merci Maëlys. Merci beaucoup. Merci à Maëlys de Kerangal pour sa générosité et la puissance de son témoignage, et aux amis de Porquerolles pour l'organisation de cette rencontre. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles aussi sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.